J'ai une question qui s'adresse à la fois à vous, mais aussi aux personnes du système social. Par rapport aux personnes qui sont victimes de troubles psychopathologiques. Donc, par exemple, dans le cas d'entourage, ces personnes-là, c'est sûr que ça peut être aussi compliqué d'entrer en relation avec des gens normaux, c'était pas le bon concept. Je sais pas comment le dire, parce que du coup, il y a aussi peut-être un risque de violence, mais pas. Et même chose par rapport au système social, vous avez dit qu'il y avait des maraudes spécialisées pour ces personnes-là. Et après, une fois qu'elles sont prises en compte donc, dans des hébergements d'urgence ou pas, est-ce que ces personnes sont isolées ou comment est-ce qu'on peut les encadrer et comment est-ce qu'on peut les intégrer dans ce processus? Non, elles sont soignées, elles ne sont pas isolées. Hein, elles sont soignées, elles font partie du collectif, elles sont suivies par psychologues, psychiatres et tous les professionnels qui peuvent les aider à réguler en fait leurs troubles. Dans la maraude, souffrance et précarité, sont souvent les maraudes de nuit ou de jour qui font appel à la maraude spécialisée quand vraiment la personne est en situation de décompensation, par exemple dans la rue. C'est-à-dire qu'elle devient vraiment mourante ou qu'elle veut se mettre en danger. Donc voilà. Après, on en a beaucoup, nous, qui sont dans les centres, que ce soit les centres simples ou spécialisés, et qui sont suivis et qui ne posent pas de problème. À partir du moment où elles sont soignées, ça pose problème. C'est quand elles sont dans la rue pas soignées que là, c'est une population importante, hein, je n'ai pas le chiffre précis, mais le demandeur c'est 30%, je pense. 30% des personnes à rue. Soit le trouble est préexistant, soit c'est un trouble qui a été développé et qui est lié à la souffrance psychique, qui est lié aussi à la situation de la dans la rue. Donc oui, il n'y a jamais de risque de violence. Pardon. Si, il y a des risques de violence. Oui, il y a des risques de violence, bien sûr. De quel type de trouble on parle? C'est très vaste, hein. Ça peut être simplement le panorama est assez large. Hein. Il y a aussi la dépression. Hein, profonde dépression, oui, le fait d'être dans la rue. Hein. Oui. Au début de la présentation, vous avez parlé des fois des personnes à risque refusées d'après le système social et je me demandais si vous pouviez expliquer un peu pourquoi. Moi je ne sais pas pourquoi. Ce que j'ai pu voir, mais c'est rien d'un chercheur de statistiques, c'est que certains n'y croient plus, considèrent que dans certains hébergements ils ne sont pas bien traités, ils ne peuvent pas y aller avec leur chien, ou alors ils sont une fois fait jeter, ou ça s'est mal passé parce qu'il y a des violences, ils ne veulent plus y retourner. Parfois ils sont au bout du rouleau, c'est-à-dire qu'ils se disent ah, pas bon, mais j'ai aucun recul de. C'est ça, il y en a qui sont vraiment au bout du rouleau. Je vous disais tout à l'heure sur les témoignages, un monsieur qui lui en fait était arrivé là par des accidents de vie et qui lui disait qu'au bout du compte, à un moment il n'en pouvait plus, il en avait marre d'appeler le 115, pas forcément d'ailleurs parce que c'était on ne répondait pas sur l'instant et qu'il est obligé de le refaire le numéro plusieurs fois, c'est aussi parce qu'à un moment il y a un état d'effondrement psychique qui fait que bon ben voilà, on n'a plus envie. On n'a plus envie, on est là et puis on se pose là. Et ça c'est un des paris qu'on fait chez Entourage, c'est que le lien humain peut agir là-dessus. Ouais. Je ne sais pas qu'on va régler les problèmes, mais c'est évident qu'une personne, si elle est dans cet état-là, en plus personne ne lui parle, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas, il n'y a pas de prénom, Xavier Emmanuel dit, ils prennent la couleur de l'asphalte. Ils se font oublier sur le trottoir, ils deviennent invisibles parce que c'est oubliez-moi, je ne veux même pas m'en sortir, je ne venez pas m'embêter à me proposer un truc, oubliez-moi. Donc, ça fait partie, c'est le pari qu'on fait chez Entourage et qui est un peu novateur parce qu'on n'a jamais véritablement essayé, en tout cas massivement, de faire intervenir le grand public. Maintenant, c'est de dire que là, si on essaye par la relation humaine avec le voisin qui voit tous les jours cette personne devant son abribus, devant ses salles de sport, etc., faire le pari que ça peut contribuer à voilà, parmi un ensemble de choses, à rétablir cette volonté de s'en sortir, ce self-esteem. Il y a différents cas. Hein. Enfin, moi, je travaille là-dessus en ce moment, justement, à l'observatoire. Et en fait, oui, toutes ces raisons-là se retrouvent, hein, mais on trouve aussi ces raisons chez les gens qui vont en hébergement.
ceux qui critiquent les hébergements se retrouvent aussi en hébergement la critique par rapport au turnover. Imaginez que vous déménagez tous les jours parce que l'hébergement d'urgence fonctionne à la nuitée, ou 3 nuits, ou 15 nuits, ou 1 mois. Imaginez que vous déménagez tous les mois. Donc il y a aussi cette raison-là, et en fait, sur le lien social, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin, évidemment, puisque, on en parlait tout à l'heure en plus, les personnes qui ont un lien social hyper développé dans leur quartier sont aussi des personnes qui peuvent rester à la rue. Parce que, pareil, imaginez qu'on vous dise, en fait, bon, là vous êtes, c'est pas bien, vous déménagez à 2 km, ou à 3 km, ou à 2 km, et vous perdez tous vos réseaux, en fait. Donc ce qu'on disait tout à l'heure avec mon voisin, c'est que l'idée d'entourage, si j'ai bien compris, c'est que les liens qui vont se faire ne doivent pas être uniquement locaux et uniquement dépendants de la situation de la rue. Si la personne se dit, si je pars de ce qui se passe, une des raisons de rester à la rue, c'est de dire, mais si je pars, je perds tous mes repères. La perte de repères socio-temporels, c'est pareil, c'est une question dont on débat énormément entre sociologues et les théoriciens de l'exclusion, comme Xavier Emmanueli, comme Patrick Declercq. Il y a des gros débats là-dessus. On n'est pas d'accord du tout sur le fait que quand on est à la rue, mais non, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qu'on a rencontrés, Vincent, moi, d'autres personnes, qui sont à la rue, qui savent très bien s'organiser, qui même s'organisent mieux que vous et moi. Dans le bois de Vincennes, là il y a le bouquin de Gaspard Lyon, si vous voulez une enquête empirique. Gaspard Lyon, le bois de Vincennes, il y a 300 personnes qui sont organisées, qui vivent tous les jours très bien dans leur cabane et qui n'ont qu'un problème. Un seul problème, c'est que on leur demande de partir. Donc là-dessus, à mon avis, c'est aussi l'intérêt d'avoir des sciences sociales, c'est que il faut faire attention aux liens que vous avez fait trop rapides. Et du coup, pour inciter les innovations sociales comme l'entourage peut faire, je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur ce qui existe comme connaissance. C'est-à-dire que le lien social est ce qui manque aux personnes, à mon sens, le sociologique c'est trop général, parce que précisément, il y a des personnes qui restent à la rue parce qu'elles ont réussi, elles ont conquis en fait un lien social avec les personnes qui l'entourent. Donc à mon avis là-dessus, et au nom des personnes qu'on cherche à aider, toutes et tous, il faut se tenir compte de leur expérience à elles. Enfin, qu'est-ce qu'elles en pensent, elles, de ce qui se passe, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Est-ce qu'elles sont contentes de recevoir des gens ou pas, vous savez, des fois, ils sont si emmerdés, ou elles sont si emmerdées qu'on vienne les voir. Parce que comme vous et moi, c'est vous avez envie, vous, qu'on vienne vous voir tout le temps. Ah, vous avez l'air d'avoir besoin d'aide et tout ça. Il y a une manière d'approcher. Pour nous, c'est une social à travailler ça. Approcher les personnes, ça ne se fait pas comme ça. Comment on peut humilier les gens? Imaginez, vous allez voir, ah, vous avez besoin d'aide? Non, qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Non, je veux besoin d'aide. Donc, à mon avis, dans la relation d'aide, il faut aussi tenir compte du point de vue de la personne aidée. Ou en tout cas, qui est censée avoir besoin d'aide. C'est pour ça que ça ne doit pas être une relation. Voilà, alors du coup, est-ce que vous avez des retours des personnes sur Grenoble ou Paris? Qu'est-ce qu'elles en pensent? Si elles pensent que c'est des ratés, peut-être qu'il y a eu des ratés, donc vous avez tenu compte. Les remarques sont justes, et un des risques aussi qu'on a si quelque part on réussit ce qu'on fait avec l'entourage, ça serait de dire on a rendu la rue tellement confortable que effectivement la personne a envie d'y rester, quoi. Elle est assise sur son trottoir, elle fait un café s'il vous plaît, et puis les voisins s'organisent. Et évidemment, c'est pas ça il y a des échecs parfois quand les gens arrivent les travailleurs sociaux arrivent à les replacer, trouver des logements, etc., comme on a dit tout à l'heure. Des gens qui du coup se trouvent déracinés de leur quartier et au bout de quelques mois dépriment complètement et retournent dans la rue pour retrouver leur copain. Un des paris qu'on fait avec l'entourage, c'est un double pari, c'est que cette même personne qui est dans un processus de réinsertion, si elle garde son réseau, le réseau qu'elle a pu établir, si elle l'emmène avec elle a sans doute plus de chances que ça fonctionne, que ça marche, sa réinsertion. Il y a actuellement une grande majorité, contrairement à ce qu'on trouve pas de personnes dans la rue qui ont un téléphone. En général, c'est un petit téléphone de base, c'est pas un smartphone, probablement 90% d'avoir, même s'ils le cachent et qu'ils ne le disent pas. On commence à en voir de plus en plus avec des smartphones. Je ne sais pas si on a des chiffres, mais potentiellement 10%, voilà, je ne sais pas, en tout cas parmi ceux qu'on a pu voir, 5 à 10% je dirais. Quand on regarde aux États-Unis, ils sont déjà plutôt à près de 90%. Je pense que dans 2 ans, on sera à 50%. Et là, dans un réseau de relations, si ce réseau s'est établi correctement,
on peut penser que du coup son réseau elle le garde et elle peut l'activer du coup. C'est-à-dire qu'elle-même elle joue dans l'entourage d'égal à égal avec le riverain, en tout cas dans ce qu'on essaie de concevoir, de sorte que la personne elle-même, elle prend possession quelque part de ce réseau de relations dont elle se recapitalise. Évidemment, elle le garde quand elle sort de la rue, elle n'a pas changé de... Par contre, j'ai des objections et une des meilleures critiques qu'on puisse faire sur l'entourage, c'est celle-là, c'est de dire attention à ce que ce lien social ne fasse pas en sorte que la rue devienne trop confortable pour les personnes et que du coup elles aient envie d'y rester. Vous aviez une question? Oui, en fait je me demandais si le cellule social dispensait, la question peut paraître un peu bête, mais est-ce qu'il y a des formations pour s'adresser convenablement aux personnes isolées, savoir comment leur parler, oui, bien sûr. apporter? Oui, bien sûr. Quand on recrute soit des maraudeurs, soit même des écoutants, et l'ensemble d'ailleurs de professionnels sont formés à ces pratiques fonctionnelles. Je me demandais si c'était réservé à un public professionnel, assistance personnelle de santé, etc. On ne fait pas de formation pour le grand public. Oui, c'est bien. On n'est pas un organisme de formation. Non, je comprends bien, mais c'est vrai que c'est pour développer. Alors, nous on réfléchit à ça chez Entourage. C'est-à-dire que. Non, on l'a pas la solution, mais on a des personnes dans l'association qui viennent vraiment de ce secteur-là, et qui connaissent bien ce sujet. Des gens qui ont travaillé pendant 10 ans sur le cas des familles à la rue, des chercheurs qui écrit des livres sur le domaine. C'est Évangéline au Secours catholique pendant 10 ans sur les problématiques de familles à la rue. Aurore de Montalivet qui a été formatrice de maraudeurs dans l'association de captifs, etc. Où on se dit qu'il y aurait besoin de ça. C'est-à-dire qu'il y aurait besoin de quelque chose. Jamais on pourra transformer en une simple formation le grand public pour devenir maraudeur, etc. Mais vraiment d'avoir un minimum de base sur des choses à faire clairement ou à ne pas faire. Voilà. Donc, nous on travaille ça avec les bénévoles qui viennent nous accompagner. Donc il y a quand même cette possibilité. Il y a la possibilité bien sûr de venir en tant que bénévole dans les centres ou sur les plateaux téléphoniques l'hiver par exemple pour être temps. Et à ce moment-là, oui, on dispense des formations bénévoles, bien sûr. Mais pour le moment, vous êtes en contact avec les personnes sans domicile, bien sûr. Au niveau des assos, il y a quelques années, il y avait la formation SAMU social Croix-Rouge. Alors, je ne sais pas si c'était en 2009-2010, donc peut-être un peu trop jeune, mais du coup, il faudrait voir aussi depuis la Croix-Rouge, qui peut-être peut faire des formations. En tout cas, à l'époque, c'était un partenariat SAMU social Croix-Rouge sur Paris. Il faut aussi se renseigner auprès de ce genre d'association. La Croix-Rouge en fait. Ouais. Ça en fait toujours. Est-ce que vous pouvez se limiter et s'empêcher de vraiment aller voir les personnes de la rue si on n'a pas fait cette formation? Non, je pense pas. Non, on n'est pas obligé d'être formé, c'est pas l'idée. Non, après l'expérience des professionnels et les enquêtes de sciences sociales auprès des personnes elles-mêmes montrent que c'est pas en allant en fait comme vous pensez, c'est comme les bons sentiments, c'est toujours le même problème. C'est que vous pensez aider quelqu'un et en fait vous faites plus de dégâts qu'autre chose. Et l'un des seuls critères en philosophie, c'est la théorie du Caire, je ne sais pas si vous connaissez la théorie du Caire, c'est l'idée que tout le monde est vulnérable, effectivement, c'est une théorie qui est développée depuis 40 ans aux États-Unis. Et l'idée, c'est quand même que aider quelqu'un, c'est une réponse de comment elle reçoit l'aide. Autrement, c'est que des bons sentiments. Autrement, c'est que moi, je suis bien pensant et je vais aider les autres. Mais si on ne tient pas le compte de la façon dont elle reçoit l'aide, donc effectivement, on a besoin d'être formé pour ça, on peut juste avoir ça en tête et faire attention à ça. Mais pour le coup, la longue expérience des maraudeurs montre que c'est pas en un coup comme ça que le lien se fait. Non, il y avait... Oui. Je voulais savoir, d'un point de vue légal, vis-à-vis de la tolérance de où est-ce que les SDF peuvent se poser, dormir, parce que
que vous avez dit qu'ils étaient chassés, par exemple, les voies de Vincennes, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus rester sur les trottoirs. Quand même, les trottoirs, maintenant, il y a. C'est pas légal, c'est illégal. Oui, c'est l'installation illégal. espace public est illégale. Ça, c'est vrai. Mais c'est toléré. Mais c'est toléré. C'est toléré. Et jusqu'à quel. Il y a un moment où est-ce que les policiers ils essayent de noter, de voir combien de temps il reste et au bout d'un moment leur dire c'est bon. C'est pas systématique, contrairement qu'on peut penser d'un certain point de vue, les forces de police qui aident les personnes sans abri au jour le jour. Il y a l'exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film Au bord du monde de Dressler. On l'a projeté hier. Ah ben voilà. Et bien alors, c'est parfait. Il y a une personne qui est sur l'affiche. On voit sur l'affiche. Voilà, je vais changer son nom. Mais du coup, il habite parce qu'il y a 10 ans qu'il y est, dans un souterrain qui est à côté d'un commissariat et d'un hôtel Grand Luxe, dans le 7e arrondissement. Donc voilà, et les policiers l'aident, alors c'était pas il aide maintenant, mais pendant des années, c'était des conflits, il s'est fait dégager, il est revenu, etc. Donc c'est à la fois des négociations au quotidien, des conflits aussi, il y a aussi des violences, comme dit la partie des violences. La première cause de mortalité des personnes SDF, c'est la violence. C'est pas une mort de froid, c'est une mort de violence. Et ça, les forces de police peuvent jouer un double rôle, à la fois de protection, mais aussi parfois de nettoyage. Juste un petit clin d'œil, c'est qu'on on est très alignés. Enfin, Klaus Drexel, qui a fait ce très beau film que vous avez vu hier, est membre d'honneur d'Entourage. C'est-à-dire qu'il en fait, il a fait plus de 200 débats depuis la sortie de son film en 2014, je crois. D'ailleurs, un film qui avait été conseillé par le docteur Jacques Assin, qui ont travaillé également, qui membre du Conseil des sages d'Entourage. Et Klaus Drexel, dans ces 200 débats, il dit mais il y a aussi un moyen de regarder ces gens comme des personnes comme vous et moi. C'est-à-dire de ne pas y aller en disant je vais l'aider, mais de dire c'est quelqu'un que je vois tous les jours, à un moment donné, c'est juste humain de dire bonjour. Et ce film il est assez bouleversant aussi parce qu'il permet de changer justement une partie du regard, de comprendre aussi la façon dont on regarde le monde. Et à ce titre-là, alors c'est pas du tout un livre de chercheur, mais il y a un livre qui est paru fin de semaine dernière, jeudi. Je crois que c'est aux éditions de la Martinière, c'est Anne Lorient qui a sorti ce livre, qui elle-même a vécu 20 ans dans la rue. Donc là, Anne est en train de s'en sortir, elle est actuellement dans une piole, elle fait encore la manche, parce qu'elle est encore dans ce processus, c'est des étape un peu compliqué. Et quand vous lisez ce livre, alors il est dur, Anne sensible, ça peut s'abstenir parce qu'elle raconte ce que c'est que la rue, et voilà, faut être bien accroché. Et on se rend compte que ce qui permet de tenir, c'est des petites choses comme ça qui se sont produites dans son livre, c'est à un moment donné quelqu'un qui va lui offrir une place de théâtre, quelqu'un à un moment qui va lui proposer de pouvoir tout simplement accéder aux toilettes de son bar pour pouvoir se changer, se laver, enfin, c'est des petits gestes de rien du tout. Il y a aussi le rôle de son médecin, aussi le rôle de son assistante sociale, mais on se rend compte, il est très beau ce qu'il pour ça, parce qu'on voit que ces petits liens quotidiens qui ont l'air de rien, ils lui ont donné quelque part l'espérance encore, cette force de vivre encore qu'elle a. Et Anne, on travaille avec elle, elle a participé y compris à des réunions de conception produits avec les ingénieurs avec qui on travaille. Et à elle, on ne lui raconte pas, parce que pas question d'aller faire un truc dans lequel on pourrait identifier où elle est, plus toute cette problématique spécifique des femmes à la rue, d'hygiène, etc. Et enfin voilà, en plus elle lui rendra service que vous alliez acheter ce livre, parce qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de moyens de vivre. Et ça vous montrera, c'est vraiment un angle particulier d'une personne qui a une histoire très violente, mais qui montre aussi qu'on peut sortir de ça. Mes années barbares, de Anne Lorient. Tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que les causes qui font que les gens se retrouvent à la rue, c'est des choses qui s'accumulent, etc. Est-ce que vous avez des statistiques sur les raisons qui font que les gens se retrouvent à la rue?
ces stats on peut savoir en fait quelles sont les personnes qui sont à la rue. Mais, et leur trajectoire antérieure. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui peut quand même contribuer, il n'y a pas une seule cause, mais ce qui peut contribuer, c'est clairement des raisons économiques. C'est d'être enfant d'oubliés, là pour le coup, c'était Bourdieu aussi, c'est la reproduction sociale. C'est, vous connaissez sans doute tous ici, quand vous êtes enfant de cadre, vous avez plus de chances d'être devenir cadre. Quel que soit, voilà. Et quand vous êtes enfant d'oubliés, vous avez plus de chances de devenir ouvrier. C'est la base. C'est une des raisons qui fait que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes employé pas beaucoup d'argent, et du coup, le marché du logement, je peux vous apprendre qu'il est en train de. Il a en tout cas beaucoup changé en 20-30 ans, donc c'est une des raisons économiques. Une autre raison, c'est effectivement en termes de réseau social, capital social, pour effectivement reprendre encore Bourdieu, c'est l'idée que vos proches, vous avez des proches qui peuvent vous aider. Plein de gens qui sont jeunes, qui peuvent encore habiter chez leurs parents. Quand vous êtes enfant de la classe, enfant de foyer et que vous avez été placé, vous n'avez pas la ressource des parents pour habiter quelque part. Donc du coup, vous êtes jeune, vous arrivez à la rue, vous ne faites pas d'études, donc du coup, vous avez un niveau de diplôme qui est peu potentiel, qui a un faible potentiel d'insertion. Donc tout ça contribue aussi. Il y a également des raisons de fragilité psychique. C'est vrai que vu le taux, c'est 30%, effectivement, c'est une enquête d'observatoire qui a montré ça, 30% avec dépression, schizophrénie, stress post-traumatique, à différents symptômes. Mais ça aussi, ça peut accélérer le fait que, expliquer la différence entre quelqu'un qui est pauvre, qui a été placé à la classe et qui ne va pas à la rue, qui arrive à avoir un logement, et une autre qui se retrouve à la rue. Il y a aussi des causes idéologiques. Il y a des personnes qui ont des routards. Nous, on n'a pas connu ça, les 70, genre on prenait la rue, quoi. Voilà, on partait, fuck le système, voilà. Et j'en ai rencontré des personnes comme ça. Et ils ont 50 ans maintenant, ils disent c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. À l'époque, on pouvait galérer, machin, on pensait qu'on pouvait galérer et s'en sortir, un boulot saisonnier par-ci, on va trouver un truc par-là. Et en fait, les années 80-90, la crise, les 40 ans qu'on est en crise, ça a bloqué les possibles. Ça a bloqué les possibles. Bon, il y a d'autres raisons, mais vous voyez, il y a au moins celle-là. On va être obligé de conclure. Un grand merci à Jean-Marc, Edouard et Aline d'être venus. Merci beaucoup, je pense qu'on a tous apprécié. Et puis merci à vous. On termine la soirée pour ceux qui le veulent. Toute l'équipe Paris Solidaire et tous ceux qui le souhaitent sont bienvenus chez Antoine, au 4 rue des Canettes.